Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à l'Institut du Monde Arabe. Malheureusement, il pleut sur Paris, mais heureusement, nos chroniqueurs sont habillés légèrement car leur esprit va vagabonder autour des sujets que vous allez découvrir. C'est le sommaire de 300 millions de critiques. Nous sommes ravis de vous accueillir comme toutes les semaines. Saviez-vous que Bollywood tourne des films en Suisse et que beaucoup de productions françaises d'un cinéma qui se porte plutôt bien se tournent, économie oblige, à l'étranger? Le point sur ces paradoxes, c'est dans un instant. Plus de 50 ans de carrière et c'est un éternel jeune homme. Adamo a été une idole, puis un chanteur désuet, avant de faire désormais l'unanimité. Une leçon étonnante sur une façon singulière de devenir culte tout en gardant sa créativité, son humilité et sa gentillesse. L'équipe parlera donc du nouvel album d'Adamo. Jean Echnoz est un incontournable de la littérature française depuis plus de 30 ans. Écrivain polymorphe, il a flirté avec plusieurs styles. Il a été plusieurs fois récompensé, notamment avec Je m'en vais, Goncourt 1999. Envoyé spécial, son nouveau roman est surprenant une fois encore. Un soupçon d'aventure et d'espionnage, beaucoup d'humanité et l'unanimité dans l'équipe, vous verrez dans quel sens en restant avec nous. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. 300 millions de critiques est une équipe, vous le savez, qui domine la situation internationale avec, vous le voyez, une bande de congelés, car il fait un froid de canard, mais ils ont décidé de faire cette émission nue, en tout cas peu vêtue. Bonjour Estelle Martin. Bonjour Guillaume. Vous avez une sorte de transparence rouge. Voilà, j'ai toujours chaud à l'intérieur. Ah bon, tout va très bien. Mathieu Dugal, vous le regardez Mathieu, eh bien figurez-vous que dans son beau pays, il fait moins 40 au Québec, et regardez-moi ce petit décolleté profond. Ça conserve le froid. Ça conserve. Hein? Ouais. Vous faites comment au Québec pour vivre par moins 40? Bon, on s'habitue, hein? On est né là-dedans, donc... Dans la glace. Ouais. Dans la glace. Donc on vit dans les caves, dans les... Ben non, on vit très bien notre Vous ne hiver. sortez pas dehors? Ben, souvent. Vous devrez faire un tour, vous allez voir. Non, mais Walt Disney a payé très cher pour être cryogénisé. Hein? Ouais. Nous, c'est naturel. Lise Lauretière, bonjour ma chère. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Je rappelle que vous représentez donc cette excellente chaîne qui est TV5 Monde et que nous aimons tant. Et puis, bien évidemment, Michel Siruti, mais il y aura beaucoup de la radio-télévision suisse. Lui, il est habitué au froid à côté du Cervin et beaucoup d'autres chroniqueurs vont nous retrouver. Le premier sujet... On ne fait pas nos 65 ans avec Mathieu, franchement. Comment? On ne fait pas nos Oui, 65 mais vous, ans vous avec avez une Mathieu. petite chemise, une petite liquette en soie légère. On sent la banque suisse. Enfin, tout va très bien. Les banques suisses avec l'argent français. Voilà. Pour démarrer cette émission, parlons justement d'argent et de culture. Prenons la température des productions et des longs métrages qui se tournent actuellement. Figurez-vous que la production hexagonale se porte à merveille et elle a même atteint un niveau record en 2015 avec près de 200 projets de longs métrages d'initiatives françaises recensées, ce qui fait partie d'ailleurs, ce qui fait en partie hurler une partie des réalisateurs. Je dis beaucoup le mot partie, mais c'est une vérité. Elle marche bien, disais-je, oui, parce qu'elle est tournée souvent à l'étranger, là où la fiscalité et les coûts de production sont évidemment bien moindres. Dans le même temps, le gouvernement tente d'attirer les productions étrangères en France. Et puis, depuis quelques semaines, est intervenu un crédit d'impôt qui va permettre de rapatrier un petit peu tout le monde. Qui veut démarrer sur ce sujet? Quel est le moins frais des plus bouillants? Non, mais moi, je peux juste me féliciter qu'on ait changé la Je m'adresse. législation. C'est-à-dire, oui. c'est ça, le coup de gueule de Luc Besson a fonctionné. Bon, c'est vrai qu'il est assez efficace en coup de gueule, puisqu'il reprochait que ce crédit d'impôt ne soit pas donné si le film français, le film produit, n'était pas en langue française, ce qui est assez souvent le cas avec Luc Besson. Et au moins, ça va permettre à des grandes productions et aussi à des producteurs français de pouvoir tourner leurs films en France et non pas en Hongrie ou en Belgique, même si j'aime beaucoup nos amis belges. Mais c'est vrai que le crédit d'impôt, maintenant, va jusqu'à 30 millions d'euros. Oui, je crois figurez-vous qu'il y a un film de Christopher Nolan qui va se tourner à Dunkerque et il y a par exemple le grand film très attendu de Roman Polanski sur l'affaire Dreyfus qui devait se tourner en Pologne, because interdit sur une chaîne francophone, impossible à financer en France parce que c'est un film très cher, en costume, etc. Et bien finalement, il va se faire en France. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que ça permet à des... bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a la Seine-Saint-Denis, par exemple, qui n'est pas quand même un des départements les plus riches de France. Ça lui permet de pouvoir accueillir des grandes productions comme Hunger Games. Ça permet, je crois qu'il y a 6 studios. Il y a les studios. Il y a 6 studios qui sont installés là-bas. Des centaines et des centaines, des milliers de personnes peuvent vivre du cinéma et du 7e art. Donc je pense que c'est une bonne décision, même si parfois ça fait un peu de la peine
que le film français, enfin la production française qui est le plus fonctionné, enfin qui fait le plus d'entrées, plus de 43 millions d'entrées, ça soit Taken 3 d'Olivier Mégaton, qui n'est pas, je ne suis pas sûre que ce soit représentatif du 7e art Ah, c'est français. des films d'action. Ce sont des films d'action, voilà. Voilà, production, Luc en Besson, anglais. etc. Mon Voilà. cher Mathieu, Mais en vous, fait- vous êtes un grand spécialiste de ça, parce que non seulement il fait moins 40 dans votre beau pays, Oui. mais en plus, une grande partie des productions hollywoodiennes, Il y en a beaucoup. The Revenant, le dernier film d'Iñárritu, ben, ça se tourne où? Canada, Québec. Ben, en fait, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que ça va toucher tous les pays francophones. Parce que les grandes productions, en fait, il y a un marché international pour ces grandes productions-là. Vous avez parlé de la Hongrie. La Hongrie, je pense qu'ils n'ont même pas de plafond J'ai parlé de la Hongrie, moi. de crédit. Non, c'est Estelle qui a parlé de la Hongrie. Je pense qu'il n'y a même pas de plafond pour les crédits d'impôt. Nous, c'est sûr que le fait qu'on est collé sur les États-Unis, ça fait en sorte que le taux du dollar canadien, en fait, le cours du dollar canadien influe beaucoup là-dessus. Actuellement, le dollar canadien est très faible. D'ailleurs, ça coûte très cher venir ici à Paris. Ça influe beaucoup sur les... Vous avez remarqué que j'ai rien dit. Ouais, mais Cette demande d'augmentation déguisée pour Mathieu Dugal était parfaite. Ça coûte très cher, oui. c'est la subtilité, ça me caractérise bien sûr. beaucoup. Ouais, donc, l'année dernière, 300 millions de dollars, les productions américaines qui sont venues au Canada, donc en particulier à Montréal, c'est 300 millions de dollars. L'année record, c'est il y a une dizaine d'années, on était à 400 millions. Il faut dire que ça fait longtemps qu'il y a des productions américaines qui viennent. Le premier film, The Fly, que Cronenberg avait repris dans les années 80, ça a été tourné à Montréal en 1958. Il y avait Hitchcock qui était venu à Québec, on se rappelle, en 1952 pour tourner I Confess. Et donc, c'est une grosse industrie. Bon, ben là, c'était des épiphénomènes dans le temps, mais là, c'est vraiment une grosse industrie maintenant. Et on sait que le Bureau du cinéma au Québec veut que, en fait, même si ce sont des films qui ne représentent pas Montréal, qui ne représentent pas le Québec, parce que, comme par exemple Brooklyn, ça a été tourné en grande partie à Montréal, même si on a recréé Brooklyn dans ce film-là, c'est que ça fait tourner l'industrie. C'est que ça maintient des emplois de techniciens, ça maintient des emplois aussi des gens qui, après, vont travailler dans d'autres productions. C'est très important. Il y a un c'est transfert très de fiscalité, vital. et puis il faut bien dire, il y a aussi un transfert de charges sociales. C'est-à-dire que les pays à moindre charge sociale accueillent évidemment plus facilement les grands longs métrages où il y a énormément de personnel que des pays, ce qui a été le cas de la France pendant longtemps, où les charges sociales étaient importantes, donc on allait tourner en Pologne. Mais même si les ou charges ailleurs. sociales sont importantes, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand il y a une main-d'œuvre qualifiée, ça va aider aussi les productions à aller faire un tour, parce que c'est le cas à Montréal. Là. Mais je vais un peu rebondir sur ce que Mathieu disait pour l'Afrique, l'Afrique francophone, le fait que le cinéma français se porte bien, c'est un signe qui est encourageant parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 70% des films réalisés par des Africains francophones qui sont produits par des Français. Absolument. Donc ça peut avoir, pour eux, c'est une incidence, mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'en termes de décor, C'est c'est le quand cas même... de Timbuktu, par exemple. Voilà, Timbuktu, voilà, qui est produit par, effectivement, une productrice française. Mais les décors... La femme de Maurice Pialat, l'ancienne femme de Maurice Pialat. Voilà. Mais pour ce qui concerne les décors, c'est sûr que les thématiques sont africaines. Donc, finalement, un film comme Timbuktu, on n'aurait pas pu le faire, je pense, à la dune du Pilar. Il fallait forcément le faire quand même en Mauritanie. C'est vrai. Donc, le sujet ne prête pas à la plaisanterie, mais Timbuktu, la ville du Pilat. Pilar, voilà. Donc, en fait, ça, c'est pour les Africains ne se sentent pas réellement concernés, même si on se réjouit. Mais ce qui les inquiète par ailleurs, c'est que les producteurs ont moins d'argent pour produire les films aujourd'hui. Donc, beaucoup d'entre eux se tournent moins vers les producteurs français et vont chercher des petits partenaires privés pour pouvoir faire des films. Michel. On va faire des films en blue box ou en green box. Bientôt, on n'aura plus besoin de se déplacer. Alors moi, je vous écoute, je suis catastrophé. Voilà. Je suis le seul qui est catastrophé de ce que vous annoncez. Dans la Suisse, évidemment, une production cinématographique qui est relativement faible. C'est un secret pour personne. Et par contre, elle a toujours accueilli, depuis des décennies, pas mal de tournages de films. Il y a pas mal de James Bond qui sont tournés en Suisse à un moment ou à un autre. Il y a pas mal de productions françaises aussi récemment qui ont été tournées. On peut penser à Sils Maria d'Assayas, par exemple, ou Youth de Paolo Sorrentino, et j'en passe. Donc la Suisse, de par ses paysages, a toujours historiquement accueilli des films. Donc, pas forcément pour des questions fiscales d'ailleurs, parce que la Suisse, vous le savez aussi bien que moi j'imagine, est un pays cher. Donc on n'y va pas tellement pour des questions d'économie. Il n'y a pas de crédit d'impôt, il n'y a pas de fiscalité avantageuse sur place pour les Mais il y réalisateurs. a de la neige.
Il y a des Il y a des montagnes. montagnes, il y a de la neige. Il y Je a ne un sais plus quel certain- James Bond a été tourné en Suisse, une partie. il y en a eu 5. 5 James Bond qui ont été tournés en Suisse. Oui, oui, ça va. Pour les poursuites. Ça va, oui, ça va de Bombay en Russie, passant par au service secret de Sa Majesté, à Goldfinger notamment. Enfin, il y en a eu quelques-uns qui ont été tournés. Il y a un certain savoir-faire aussi, c'est pour ça que les gens viennent là. Donc la Suisse essaie de se positionner, et encore plus depuis quelques temps où le gouvernement suisse a décidé d'allouer quelques fonds pour créer une structure. Mais alors c'est très léger, c'est de l'ordre de 6 millions de francs suisses, donc ça fait quoi, 5,5 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Mais de créer une structure afin de favoriser l'accueil de productions étrangères sur place, parce que voilà, elle souhaite faire ça. Alors il y en a pas beaucoup. À une exception tout de même, c'est les productions indiennes. Bollywood. Bollywood a tourné quelque chose comme 200 films en Suisse depuis un certain En nombre. Suisse, Bollywood. Ouais. Pourquoi? Alors il y a une raison historique à ça, c'est qu'au départ le Cachemire avec ses montagnes est une région qui est d'ailleurs qui est toujours politiquement un peu tendue, donc du coup ça les a amenés à venir tourner en Suisse pour retrouver des paysages qui étaient proches de ceux qu'ils pouvaient avoir au nord de l'Inde. Et puis avec le temps, on a pérennisé cette expérience-là, qui plus est. En Suisse, a priori, les gens sont à l'heure, ça marche, tout est donc on aime ça au niveau des productions. Et c'est vrai que Bollywood, alors ça c'est C'est du Bollywood fondu, quoi. En fait, le Cachemire Non, mais il y en a est un nombre, représenté par de ça. films indiens qui ont été tournés en Suisse. Alors là, vraiment, c'est quelque chose qui est très Cachemire prisé. suisse. Le Cachemire Le Cachemire suisse. Mais à tarif, il faut dire que la production, ils sont très très riches. Le cinéma indien est très très riche. Alors, comment font-ils Alors, pour Ils l'instant... déversent une corne d'abondance sur le canton du Valais ou ça leur coûte une fortune Alors, ils tournent beaucoup. Alors, quand on y va là un petit peu, ils aiment beaucoup la région de Lucerne, du lac des Quatre Cantons, le Titlis et ça, Oui, et le c'est Rébit, magnifique. parce que c'est très très beau, avec voilà, des prairies fleuries et puis peut-être des neiges éternelles en arrière-plan. là, Voilà, ils adorent ça. Je pense qu'ils sont capables aussi de maîtriser leurs coûts. C'est vrai que la Suisse est devenue encore plus chère avec les problèmes de change aujourd'hui. On ne va pas entrer dans des émissions économiques, mais enfin, en ce moment, ce n'est pas évident de travailler ou de faire venir travailler en Suisse pour ces raisons-là. Mais c'est ce que la Suisse souhaite, eu égard à sa production cinématographique relativement faible, c'est d'essayer d'attirer les autres productions. Mais c'est compliqué, comme vous le disiez, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le grand danger, c'est qu'on ne décide plus de faire un film en fonction d'un lieu, on décide de faire un film en fonction de ce qu'il va coûter Et il y a ou une ne grande pas partie coûter. aussi de l'apport du numérique qui fait qu'on peut recréer tout partout. Des pavés quand on a besoin de faire des châteaux, des costumes, des figurants, etc., etc. Ça a changé totalement les choses. Alors, il y a ça. C'est Le ce que James numérique plus la Crowley- fiscalité plus une bonne partie de techniciens sur place et on peut aller tourner. Ben, c'est ce que James Crowley a fait avec Brooklyn, parce que Brooklyn, on a recréé donc un Brooklyn des années 30 à Montréal. Et donc, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du CGI. Là, on rajoute des effets spéciaux, puis Ah oui. c'est ça. Mais en fait, le défi là-dedans, c'est que les endroits, comme par exemple Montréal, comme par exemple le Québec, le défi, c'est de faire venir les productions, justement pour que Montréal, en fait, ou les autres régions deviennent un vrai lieu, un vrai décor, et qu'on n'essaie pas de jouer à quelque chose d'autre. Il y a Wim Wenders qui le fait avec Everything Will Be Fine, mais c'est très rare, c'est l'exception plutôt que la règle, où on va vraiment profiter du fait qu'on est à Montréal, qu'on est à Québec, qu'on est dans Charlevoix, pour montrer une action qui se passe là-bas. Et pour Paris, là, c'est le cas, quoi, parce que Montmartre, par exemple, est quand même... Alors, je sais qu'on pourrait reconstituer la butte Montmartre, effectivement, avec le numérique, mais il y a quand même énormément de tournages. Je pense à Un sac de billes qui a été tourné. Et on évoquait le dernier film de Diane Curis il y a quelques temps. Ça a été quand même tourné dans le 9e arrondissement. Le Sacré-Cœur, on peut le reconstituer, mais aussi on peut tourner in situ. Et il suffit de se balader un peu dans Paris pour voir que ça reste un pôle. Et là, je pense que c'est plus l'intérêt d'être dans le lieu historique et plutôt que de le reconstituer. Oui, encore que franchement, personne ne sait qu'on est en train de tourner en Green Box ici. Je plaisante. C'est le vrai décor de Je Paris. voulais juste ajouter qu'il y a aussi, par exemple, Lise-le, allez-y. des régions, notamment dans l'océan Indien, où on profite beaucoup des tournages par des productions françaises. J'ai vu, par exemple, aux Seychelles, à Maurice. C'est vrai que on se plaint des délocalisations, mais même à La Réunion... Pas les acteurs, ils adorent aller tourner à l'étranger. Souvenez-vous les histoires extraordinaires de Mogambo, avec Clark Gable, Ava Gardner et Grace Kelly qui regardaient Clark Gable comme une glace au chocolat. C'est magnifique. Out of Africa, Oui, de c'est Sidney des Pollack, tout ça. décorations, oui. Ça évoque des souvenirs extraordinaires. En fait, ce qui est assez amusant maintenant, c'est que le cinéma se conçoit, je parle des grands films à Los Angeles, puis après ils vont tourner ailleurs. C'est-à-dire que Besson, par exemple, il a ses bureaux à Los Angeles, il invente ses films s'ils sont inventés à Los Angeles, après il les tourne ailleurs avec des acteurs américains, ça devient une sorte de Monopoly mondial. Et on attend tous Valérian de Luc Besson, quand même. Il n'y a pas que la production, vous avez vu mon silence. Il n'y a pas que la production qui est plus importante depuis l'étranger. Attention, c'est important ce que je vais dire.
Les entrées en salle aussi, puisque pour la deuxième année consécutive, les films français rassemblent plus d'entrées à l'étranger que dans l'Hexagone, où ils ont fait 72,5 millions d'entrées en 2015. Passons sur les réseaux sociaux, donc bien sûr, pour clore ce débat. Certains twittos semblent se désoler de ces délocalisations du film français. Jean-Christophe, par exemple, souligne que Les Visiteurs 3, c'est près de 24 millions de budget pour un tournage réalisé en République tchèque et en Belgique, mais qui fera recette en France. Et puis vous suivez bien évidemment sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages, par exemple, avec le hashtag 300 millions de critiques, et puis vous retrouvez toutes les infos dont vous avez besoin sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Merci ma chère Lise-Laure. C'est Yves Bigot qui va nous retrouver dans un instant car nous allons parler de musique. Vous savez que c'est sa grande spécialité. Et nous allons parler donc d'un chanteur tout à fait particulier. Quand j'étais petit, on chantait Tombe la neige avant d'aller à l'école. Et il s'agit d'Adamo. 50 ans qu'il chante avec cette voix, vous la connaissez, douce, un petit peu éraillée. C'est une forme de romantisme du quotidien. 50 ans de chansons parfois désuètes, parfois un petit peu gnangnan, et pourtant, qui ne connaît pas les paroles de « Laisse mes mains sur tes hanches, les filles du bord de mer » ou « Inch'Allah ». Quand le désuet est en train de devenir culte, Adamo, lui, est éternel, revient avec un nouvel album qui s'appelle « L'amour n'a jamais tort ». Alors, qui chante le mieux Adamo dans cette équipe? On en parle juste après le magnéto, et je vous promets que Tombe la neige, je vais vous le faire dans une version rap. À 72 ans, Adamo est plus actif que jamais. Il passe sa vie en tournée et continue d'écrire et de composer. Son nouvel album est intitulé « L'amour n'a jamais tort », qui est aussi le titre de la première chanson qui est mise en avant. Lola a épousé Bruno parce qu'il dansait bien le rock au camping des Flots. Bruno a épousé Lola pour ses super lolos et son petit air vado. L'album se veut moins nostalgique, plus joyeux que les précédents. L'amour est bien évidemment le thème principal, même si l'on voit poindre aussi dans une chanson l'ombre du terrorisme islamiste. J'ai pleuré tout comme vous pour l'esprit de liberté, abattu comme un aigle en plein vol. Mais je veux penser malgré tout qu'aucun Dieu n'a demandé que l'on tue pour prêcher sa parole. J'espère surtout qu'on va trouver un début de dialogue avec certaines personnes qu'on ne sait pas comment aborder. On ne sait pas ce qui est important pour eux, puisqu'apparemment la vie ne l'est pas. Adamo qui n'entend pas céder à la peur et qui a maintenu ses concerts après les attentats de novembre dernier, poursuivant une carrière internationale qui dure depuis plus de 50 ans. Monsieur, nous promettons d'être sages. La nuit, je deviens fou, mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Moi, j'étais gâté par la vie. Mes rêves vont plutôt à mes enfants. J'espère que eux réaliseront les leurs et leur permettent de s'exprimer et d'être heureux surtout. L'amour est le plus fort. L'amour n'a jamais tort. L'amour est le trésor. Voilà le nouvel album de Salvatore Adamo. Bonjour mon cher Yves Bigot, je suis ravi de vous accueillir dans votre émission sur votre chaîne. L'amour n'a jamais tort avec la bonne bouille d'Adamo que voici. Tombe la neige en rap, je n'essayerai pas. J'ai menti. Oh là là, nous sommes très déçus, Tombe la Guillaume. neige. Non, ça c'est pas Allons-y. rap. Ah non, c'est Tu vous. ne viendras pas ce soir. Ah non, moi je ne sais absolument pas chanter. Il Tu pleut chantes pas. déjà énormément sur Paris là. Donc on va peut-être arrêter. Mais vous avez dit que vous allez le rappeler. Non, les filles du bord de mer, non jamais. Bon, vous êtes désolante. Yves, J'espère qu'Adamo vous écoute pas. Adamo, donc le prototype du chanteur pour Baby Boomer, un mélange de variété, de poésie, d'Italie, de Belgique, et une carrière qui tient. Ben, c'est surtout Salvatore Adamo, la plus grande star francophone au monde après Céline Dion. C'est-à-dire que ce Sicilien arrivé avec son père mineur, nécessairement, juste après la guerre, en Belgique, dans le cadre de l'accord charbon qui a été passé après la guerre entre la Belgique et l'Italie, puisque la Belgique a été malheureusement le cimetière de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il n'y avait plus assez d'hommes
pour aller extraire le charbon. Et en revanche, l'Italie, qui faisait partie évidemment des perdants de la guerre, elle avait besoin que la Belgique vende son charbon à prix coûtant à l'Italie. C'est ce qui a conduit Salvatore Adamo, qui encore aujourd'hui est un citoyen italien, car jusqu'en 2009, la Belgique ne reconnaissait pas la double nationalité. Et donc, Salvatore Adamo, qui a été anobli, en revanche, par le roi des Belges, n'est pas, à ce jour, Ça, c'est du background. belge. Vous savez pourquoi Bigot est là. Ça, c'est On scoop, est passé ça, par quand la même. communauté européenne, le charbon, l'acier, le mélange, Voilà, et la puis- guerre. Non, et puis c'est moi qui représente la Belgique aujourd'hui sur ce plateau. Et donc Salvatore représente la Belgique dans le monde entier. C'est une superstar au Japon, dans toute l'Amérique latine. Il chante encore ces jours-ci au Chili, en Argentine, en Colombie, etc. Superstar en Allemagne où il a un répertoire en allemand totalement indépendant de son répertoire que nous connaissons Il y a des chansons en français. différentes. Des chansons totalement différentes. Et, comme vous le disiez, Guillaume, ça a été une superstar des années 60, peut-être le seul vrai rival de Johnny Hallyday dans les années 60, avec ce côté très mélangé, à la fois évidemment ses origines italiennes, hein, donc avec ce côté chanteur un peu de charme, en tous les cas, voilà, de chansons d'amour, en même temps fan du rock de cette époque. C'est un exégète des Everly Brothers. Vous pouvez parler des Everlys avec lui pendant des heures. Il a chanté en duo avec Cliff Richard, etc. Donc il est aussi de sa génération, on va dire, des chanteurs des ballades rock de la fin des années 50, du début des années 60. Sa carrière est toujours formidablement active aujourd'hui. Il est en tournée dans le monde entier. Il se produit plusieurs soirs à l'Olympia au début du mois d'avril. Et il publie donc un nouvel album qui s'appelle L'amour n'a jamais tort, un disque très très soigné, avec une jolie production, des chansons très enlevées, par rapport peut-être à ses albums précédents, hein, qui étaient assez tristes et assez nostalgiques, voilà, mélancoliques. Et puis, Salvatore, voilà, c'est un fan de foot par ailleurs, qui va être très Il a toutes les ennuyé. qualités. Voilà, parce que un des matchs d'ouverture de l'Euro, ça sera Italie-Belgique. Et là, je sais que Salvatore va passer une très mauvaise soirée. Comme il est également supporter de l'équipe de France, il a 3 équipes en même temps, lui, mais comme TV5 Monde, mais sauf que nous, c'est la Suisse que nous avons en plus à la place de l'Italie, qualifiée pour l'Euro. Donc donc le nouvel album de Salvatore Adamo, en tous les cas, vient de sortir. Est-ce qu'au Québec, on connaît Adamo? Beaucoup. Oh oui, c'est un... beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui transcende vraiment les pays. Bon, je ne vous ferai pas de cachette en vous disant que ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé, donc je suis allé quand même faire un cours sur l'histoire d'Adamo. Et moi, ce que je trouve fascinant dans sa carrière, c'est de voir, bon, premièrement, c'est quelqu'un qui a su durer, qui a su se renouveler, et c'est aussi quelqu'un qui a des horizons musicaux très larges, hein, parce que sur son album La Grande Roue, en 2012, il a fait une chanson en hommage à Alan Turing. C'est quelqu'un qui se tient très proche de l'actualité. Hein? Et d'ailleurs, il s'était déjà mis à dos des pays arabes, hein, à la fin des années 60 en faisant Inch'Allah. Dont il a réécrit par la suite une version pour rééquilibrer son opinion envers à la fois Israël d'un côté et la Palestine de l'autre. Qui désormais déplaît à d'autres. Forcément. Mais en même temps, c'est fascinant de voir quelqu'un qui est un chanteur quand même grand public comme ça se commettre. Il y a quand même un aspect très engagé, hein, dans sa carrière, Adamo. Et même d'un point de vue musical, ce qui est intéressant, c'est de voir quelqu'un qui est très à jour sur son... il y a une de ses dernières pièces qui s'appelle Golden Years. Il a parlé de ça. Et écoutez, moi, je suis un gros fan d'un groupe canadien qui s'appelle Timber Timbre. Si vous ne connaissez pas ça, oui, bien sûr. Garochez-vous sur les albums de Timber Timbre. C'est vraiment beau. On se précipite, c'est ça? Garochez-vous. On se garoche. C'est ça. Et en fait, en parlant de Golden Years, il a dit s'être inspiré par ce groupe-là, qui est un groupe quand même assez, disons, underground. On dit que c'est un folk spectral, la musique de Timber Timbre, mais quand même, il faut quand même souligner que ce gars-là a une curiosité qui est vraiment fascinante. Et je pense que ça fait partie du fait que... Il y a toujours cette allure de bon élève peigné, avec un petit costume.
On le voit rarement entraîner en gym, un grand sourire. En fait, il a l'impression qu'il n'a pas d'ennemis, en plus, Adamo. Non, Personne n'est contre Adamo. Non, mais justement- Il a créé de l'adhésion, mais jamais du rejet. Guillaume, ce qui était spectaculaire, c'est que à la fin des années 60, deux de ses principaux admirateurs, c'était Georges Brassens et Jacques Brel. Jacques Brel, qu'il avait appelé le tendre jardinier de l'amour, etc. Mais Ça, c'est vrai, parce que qu'il a toujours été, on va dire, accepté par des artistes qui ont, on va dire, une réputation culturelle supérieure à la sienne. Ce qui, forcément, est l'expression d'une qualité très Puis il singulière. est malin, parce qu'il a quand même fait des duos avec Olivia Ruiz au moment où Olivia Ruiz était au Avec sommet. Christophe. Avec Christophe, là, avec Joy Jonathan, des rappeurs. Alors, les titres, il y a un titre que j'aimais beaucoup dans un album précédent qui s'appelait Le féminin sacré, parce que c'est quand même très, très souvent des histoires d'amour. Je vous donne les titres. On ne peut pas se Il quitter. était italien en même temps. Oui, on ne peut pas se quitter. Ne lâche pas ton rêve, toute seule, là où mon cœur me porte. La part de l'ange, au café perdu, etc., etc. Mais là, il y a une jolie chanson d'amour, Lola et Bruno. Je la trouve, elle est très enlevée, justement. Elle est un peu moins mélancolique que d'habitude. On a envie effectivement de chantonner avec Salvatore Adamo. C'est vrai que ça, c'est très plaisant. Et vous dites c'est vrai qu'il est malin. En même temps, on sent une sincérité désarmante chez lui. C'est ça qui est extrêmement touchant. Un peu comme aussi, moi. voilà, avec il n'a pas l'esprit parisien, on va dire. Beaucoup moins. Enfin, on ne sent pas ça chez lui pour même l'avoir rencontré. On sent quelqu'un d'une humilité totale, d'une gentillesse. C'est presque comme moi. des arbres. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et il assume totalement. Je crois qu'on va mettre Adamo en contact son avec, côté fleur Guillaume. bleue. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que vous l'avez dit, il a traversé les époques, mais il fait partie de ces artistes qui sont désuets qui peuvent paraître désuets, voire limite, enfin entre guillemets ringards, comme Christophe a pu l'être, ou comme Bernard Ménez. C'est vraiment des gens où on se dit Bernard Ménez. Qu'est-ce que vient faire Bernard Ménez moi, je On trouve a que dit c'est le Bernard rapport. Ménez, Si, moi, je sors. Moi, je Mais parle quel du rapport. rapport Un avec plateau Bernard sur Ménez lequel on dit Bernard Ménez. Non, Je ne sortez sors. pas. Je sors. Laissez-moi Au suivre. revoir, Bernard Ménez. Non, parce que Bernard Ménez, il peut avoir un côté très ringard, vraiment. Mais On a quel dit que rapport c'était avec Adamo? Et maintenant, il y a la jeune génération, Vincent McCain veut travailler avec lui, et Adamo, pour moi, c'est pareil, c'est comme avec Christophe, ce sont vraiment des artistes Pour la place du chef. où on a eu l'impression qu'ils pouvaient être un peu désuets, et maintenant on voit que la nouvelle génération, même très branchée, très tendance, a envie de travailler avec eux. La carrière de chanteur de Bernard Ménez Ah non, avait je quand parle même, pas de chanteur, non, je avait parle quand même totalement d'artiste. échappé. Non, moi je parle plutôt du côté acteur, où vraiment il a été c'est le cantonné dans les comeback. nanas. Mais Ah voilà, oui, les comebacks, alors c'est vrai qu'Adamo n'a pas eu ça, mais ils sont tendance, et pourtant on pourrait se dire, il a quand même un look Mais de je pense que première classe. l'idée là-dedans, c'est Laissez qu'il faut- parler notre ami suisse, qui n'a pas dit un mot. Merci. Bigot revient, voilà. Ah bah voilà, moi je Magnifique. m'étais habitué à cette... Allez hop. Non, restez là. Je veux être le plus loin possible de Bernard Ménez. Allons, petites affaires. Il y a quand même Non, ça mais ce qui est avec passionnant, avec un type comme Adamo, je trouve, on en a parlé, je crois que c'est son côté, il est respectueux de son public, il a toujours été dès le départ. Ouais. Et il est rassurant, parce qu'en même temps, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il était capable de se renouveler pendant ses 50 ans de carrière, et puis en même temps, on a toujours un petit peu l'impression que c'est toujours la même chose, toujours la même histoire, toujours les mêmes orchestrations, toujours la même musique, alors que ça ne l'est pas forcément. Mais c'est une sorte de pierre angulaire pour un public qui est le sien et qu'il a réussi à fidéliser aussi parce que, comme je le disais, voilà, il y a ce côté, c'est Puis un excellent artisan, il est respectueux des gens, voilà. Il y a un truc qui est important qu'on n'a pas dit par rapport à tout ce qui existe dans ce domaine-là, c'est qu'il est à la fois musicien, auteur et compositeur. Absolument. Et quand on regarde dans le détail de beaucoup de chanteurs francophones, il y en a qui sont auteurs, il y en a qui sont compositeurs, il y en a qui chantent mais qui ne jouent pas, etc. Lui, il a quand même toutes ces cordes-là à son arc, ce qui lui permet évidemment d'avancer en fonction de ses propres volontés, sans compter sur le talent forcément des autres. Et je n'ai rien à rajouter à ça, oui, absolument. Mais c'est ce qui fait sa qualité. Ouais. Et ce qui me fait. On va à part ça, terminer. oui, rapidement, moi, ce qui m'a fait. L'association d'esprit que j'ai eue quand j'ai connu le sujet de cette émission, c'était de me dire, mais finalement, est-ce qu'il y a des gens en Suisse qui sont aussi capables de fonctionner comme ça ? Et puis, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont capables de passer dans les courants, de résister à tout, qui ne sont pas toujours forcément très médiatisés, parce qu'on justement, il y a un côté un peu ringard. Il y a un type chez nous qui s'appelle Alain Morisot, dont vous avez certainement pas entendu parler, sauf peut-être au Québec. C'est moi. Je ressors. Au revoir, Yves. Mais non, pas dans la qualité musicale, Yves, dans la longévité. On vient de perdre. Dans la longévité. C'est un type qui a vendu 20 millions d'albums, qui a 55 disques de platine et d'or
Taylor et autres. Alors, on ne peut pas comparer au niveau musical, au niveau artistique, ce qui est fait, mais en même temps, il y a la même approche du métier. Il y a ce côté sérieux, bon artisan, respectueux du public, sincère, authentique, entre guillemets, et qui font que ces gens-là, ces qualités-là, au-delà même simplement de la prestation artistique, à mon sens, touchent le public. Et c'est ce qui leur permet de durer et qui leur donne une aura aujourd'hui qui font même, qui sont acceptés et revendiqués par des plus jeunes. C'est pas le cas de Morisot. Vous savez qu'Alain Morisot, c'est un de mes gros succès au karaoké. Hein? Faudra me faire ça. Je suis un gros fan de River Blue. Adamo, donc voici donc le dernier album. Je voudrais le remontrer. Donc, L'amour n'a jamais tort. Donc, et puis de très nombreux albums que j'ai ici. Il y avait par exemple celui-là qui s'appelait Zanzibar. Il y a un album, vous savez que par exemple Bruel reprend Barbara. Ben, Adamo a repris et chanté, rendu hommage à Gilbert Bécaud, ce qui est une bonne chose. On oublie un peu trop que Bécaud a été une superstar en France. Et maintenant, il est un peu oublié. La part de l'ange, donc un autre album d'Adamo, et celui que j'ai entre les mains. Il a été d'ailleurs honoré, ce cher Adamo, fin 2015, de titre de commandeur du Mérite Wallon, le grade le plus élevé de cette jeune distinction créée donc en 2011. Voilà pour Adamo. Nous allons faire un tour sur les réseaux sociaux où le jeune Vivi Solange prouve qu'Adamo traverse les frontières et les générations puisqu'elle exhibe ses billets pour un concert, la jeune Vivi Solange, de l'artiste donc qui a lieu le 29 avril au Chili, tenez-vous bien. Vous suivez évidemment l'émission sur le compte Twitter où vous laissez des messages sur le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez les infos sur les sites internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Notre dernier débat va être consacré donc à Jean Echenoz, le grand écrivain français, et pour en parler, c'est Emmanuel Guérat donc, qui nous rejoindra sur ce plateau. Avant de parler de Jean Echenoz, le zapping culturel, comme toutes les semaines évidemment, moment important de cette émission 300 millions de critiques. C'est sur l'air de Paris s'éveille de Jacques Dutronc que les Eagles of Death Metal entrent sur scène, émus, devant un public extatique. 89 seconds of silence, please. Let's take a moment to remember, and we get back to the fun. On était là au 13 novembre, donc ça nous a mis un petit coup de blues à chacun. Et puis là, écoute, ce qui s'est passé, c'était magnifique. Pour les victimes du Bataclan! Une soirée placée sous le signe de la liberté, 3 mois après les attentats de Paris. Une soirée dédiée à la mémoire des victimes de ces attentats. Le très bondissant groupe niçois Hyphen gagne la victoire. Révélation scène. 28 ans après Céline Dion, c'est à nouveau une Canadienne qui défendra la Suisse à l'Eurovision cette année. Pas choisi d'être une anomalie. Une voix reconnaissable parmi 100, une façon de ciseler les mots également. Petite piqûre de rappel, Louise Attaque en 1997, c'était ça. Et je voudrais que tu te rappelles. À la question pourquoi se retrouver, les Louises répondent. On s'est aperçu que Louise, ça se situait pas tellement là, mais que c'était plutôt dans nos entrailles. Des monstres, des diables, des créatures étranges, des personnages grimaçants et des visions d'apocalypse. 500 ans après sa mort, l'œuvre de Jérôme Bosch fascine toujours. Dans le panthéon de Gueuluc figurent toutes les plus grandes icônes de l'art. Le disco-ball de Miron, le penseur de Rodin. Mais attention, le papa du chat, c'est aussi griffé. Quand un artiste préfère, comme ici, être rayé de sa liste, plutôt que d'être pastiché, Gueuluc le renvoie alors aussitôt dans sa litière. Daniel Buren, à 77 ans, il revient sur 50 ans de création à travers le monde, car l'artiste français a signé pas moins de 2600 expositions et plus de 10 000 œuvres au cours de sa carrière. Une fois par an, le miracle se produit. Sanremo devient le centre de l'Italie. Incroyable, même les matchs de foot ne font pas mieux. Le festival rapporte 21 millions d'euros à la RAI. En Italie, le kitsch et les paillettes sont toujours recettes. Loin du rap de ses débuts avec le groupe Section d'Assaut, sa musique s'est métissée et lorgne aujourd'hui ouvertement du côté de la variété. C'est vraiment une idée de génisse. La génisse, c'est Jacqueline. Et la voilà partie avec Fata, ce paysan algérien qui va enfin pouvoir réaliser son rêve. C'est un projet. C'était important de ne pas
avoir l'impression d'être porte-drapeau ou de forcément dévoiler ou faire passer un message. 5 ans après la parution de Get Your Heart On, le groupe montréalais Simple Plan est de retour avec un 5e album, Taking One for the Team. C'est vraiment un album qui dit, regarde, on fait ce qu'on veut, là, puis on est qui on est, puis on l'assume. Le roi des imbéciles. Je crois que c'est le pire crétin que j'ai joué dans ma vie et ma carrière. T'es une star, montre-leur. Et c'est vrai que le retrouver en centurion grimaçant à jupette annonnant son texte dans un péplum kitsch à souhait. La foi. La foi. C'est assez réjouissant. Voilà, nous allons parler de Jean Echnoz. Bonjour Emmanuel, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour, on va parler de littérature. Emmanuel, qui vous le savez, travaille à France Inter et fait des émissions consacrées à la littérature. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est Jean Echnoz pour la sortie de son dernier roman qui s'appelle Envoyé avec un E spécial. Echnoz est un personnage très particulier. Il a un peu la discrétion de Modiano. Il n'appartient pas du tout à la génération, ou en tout cas à l'ambiance des tonitruants de Céline ou Michel Houellebecq. Lui, c'est un discret. On l'entend peu. Une mélopée assez particulière. Il excelle dans le mélange des genres du roman, puisqu'il s'agit de romans d'aventure, parfois comme celui-ci, du thriller, des romans historiques, des portraits. Il y a beaucoup de voyages, comme par exemple dans Je m'en vais. C'est l'un des incontournables de la littérature française depuis maintenant 30 ans. Il a été journaliste au départ, et il est reconnu par ses pairs, puisque Je m'en vais obtint le Goncourt en 1999. Le romancier revient donc en cette rentrée littéraire d'hiver 2016 avec une nouvelle machine à fiction assez particulière. C'est la manière dont il parle de ses œuvres, des machines à fiction. C'est un roman d'aventure, un roman de fantaisie ancré dans le présent avec beaucoup de descriptions. Son livre, je le disais tout à l'heure, est intitulé « Envoyé spécial » au féminin. C'est en l'honneur de son héroïne qui s'appelle Constance. C'est un voyage entre les bords de la Seine, la Creuse, la mer Jaune. Et au départ de ce roman, donc, il y a un enlèvement près du cimetière du Trocadéro à Paris. On en parle juste après un extrait de ce sujet d'Ignès de la Motte Saint-Pierre, diffusé dans la grande librairie sur France 5. Voici. C'est ici, au cœur de Paris, dans un immeuble haussmannien du 9e arrondissement, que vit Jean Echnoz, l'auteur de Cherokee, prix Médicis en 1983, et de Je m'en vais, prix Goncourt en 1999. Dans cet appartement, il a écrit ses 3 derniers livres. Je travaille pas beaucoup sur des grandes feuilles de papier. En fait, c'est des petits. J'ai plein de petits blocs là que je trouve dans des hôtels ou des carnets où je note des choses, mais quelquefois j'ai des plans sur des feuilles de papier, des choses que j'écris à la main, et puis quand c'est épuisé, je les jette. En fait, je les conserve pas. Chaque fois qu'un état du roman est achevé, ben je le relis comme ça, et puis je reprends un peu les choses à zéro. Ah oui, ça c'était vraiment la première étape, le premier état du truc. Il y a des corrections, des trucs que je rajoute. Ça ressemble vraiment à un vrai manuscrit. Le noyau de l'affaire, c'est la fabrication d'une phrase, tout simplement. Une phrase, c'est un peu une équation. Il faut que ça délivre du sens, il faut que ça sonne, il faut qu'elle vive. En fait, il faut que chaque phrase soit traversée d'une espèce d'énergie, qu'elle soit vivante. Très brièvement, donc, Envoyé spécial de Jean Echnoz, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui est très jolie, plutôt oisive, et qui est enlevée par des mystérieux kidnappeurs, donc du côté du cimetière de Passy, place du Trocadéro, et qui va se retrouver dans une maison que connaît bien Jean Echnoz dans la Creuse. Emmanuel, vous êtes le dernier arrivé, mais le premier à parler. Alors, il y a le roman et Echnoz. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux ? Posons le contexte tout d'abord. On a Jean Echnoz, 17 romans, avec, vous l'avez dit, effectivement, le prix Goncourt, Je m'en vais, avec le prix Médicis, Cherokee. On a beaucoup de mal, finalement, quand un Jean Echnoz sort, à le critiquer, parce que Jean Echnoz, c'est un auteur généreux, c'est un auteur intègre, c'est un auteur qui revendique et qui assume tout ce qu'il fait. Là, on se retrouve, effectivement, avec un roman un petit peu particulier, vous l'avez dit, une sorte de fantaisie, un polar un peu fantasque. On retrouve, finalement, ce qu'il avait fait avec Cherokee, et
ça peut perturber, ça peut diviser le public. Il y a un gros succès en librairie. Il faut savoir que le Echnoz est environ dans les 3 premiers, on va dire, dans les classements. Et malheureusement, aujourd'hui, se pose la question de savoir si c'est un bon Jean Echnoz. Est-ce qu'on peut commencer la lecture de Jean Echnoz par celui-ci? C'est un peu le débat, ça, aujourd'hui. Question, vous l'avez aimé, on va faire un petit tour avant de... Chacun donna son appréciation. Alors, moi, je vous remercie d'avoir trouvé ce sujet, parce que Jean Echnoz, je le connaissais de nom, je n'avais jamais rien lu de lui, et je n'ai lu que ce livre. Donc c'est intéressant, parce qu'entre-temps, alors peut-être que je commence à ouvrir des portes, il semblerait que ce ne soit pas le bouquin le plus représentatif d'Echnoz. Moi, c'est le seul que j'ai lu. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup aimé. J'ai un auteur espagnol que j'adore par-dessus tout, qui s'appelle Eduardo Mendoza, qui a écrit des choses redoutables comme Le mystère de la crypte ensorcelée, Le labyrinthe aux olives et autres. Du côté de chez Gerb, sa nouvelle de Gerb. Son nouvelle de Gerb. Voilà, c'est picaré, c'est bigarré, c'est drôle, c'est loufoque, c'est burlesque. Enfin, c'est vraiment un auteur que je vous recommande. Et après 3 pages d'Echnoz, je me suis dit, mais c'est incroyable, je ne savais pas que dans la littérature française, quelqu'un était capable de ce 2e degré, de cette loufoquerie, de ce burlesque. Et vraiment, ce bouquin d'Echnoz m'a beaucoup plu. Mais entre-temps, j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément le bouquin le plus représentatif, on va dire, du style Echnoz. On en discutera certainement un peu plus avant. Yves, un premier aperçu. Alors d'abord, nous sommes très heureux, puisque Envoyé spécial, ce sont les animatrices de l'émission de France 2, que nous diffusons sur TV5 Monde, qui est citée à 2 reprises par Jean Echnoz, puisque nous sommes diffusés jusqu'en Corée du Nord, où se passe en partie, et pas seulement dans la Creuse. Donc, cette affaire. Voilà. Pour ce qui est du roman lui-même, on est vraiment dans le postmodernisme complet, c'est-à-dire qu'on mélange absolument tout, et c'est formidable, parce que justement, c'est ça la réalité. Parfois, ça tient même du cinéma, la scène de l'enlèvement de la jeune fille près du cimetière, des types arrivent, ils sont, comment peut-on dire, ils sont déguisés... c'est presque comique, il y en a un qui est beau, les autres qui sont moches, elle se laisse faire, enfin on n'a jamais vu ça dans un enlèvement, mais ça passe très très bien justement. C'est formidable, et alors un auteur qui va jusqu'à un moment, vous citez Boscax dans son roman, voilà, moi j'achète. J'achète, c'est formidable. On dirait presque, alors pour vous dire que, et encore une fois, c'est vrai que c'est pas... du Echnoz typique, mais ça n'existe pas justement, le Echnoz typique, et c'est ça qui est aussi intéressant et passionnant, mais ça serait presque pour les gens du rock du chalumeau light. C'est-à-dire c'est le même postmodernisme, mais qui reste maîtrisé par quelqu'un qui est un véritable écrivain classique, parce que le grand avantage, par ailleurs, et qui maîtrise tous les genres. Très atypique justement. Dans celui-là, enfin c'est pas celui-là, il a écrit par exemple un livre magnifique sur la guerre de 14 qui s'appelle 14, mais qui faisait, je sais pas, 120 pages. C'est-à-dire qu'Echnoz, son principe, c'est de complexifier un maximum les choses et en même temps de les épurer tout en donnant, c'est ça qui est incroyable, c'est juste de mon point de vue avant les autres, tout en donnant comment peut-on dire, une immensité de détails sur un compositeur ringard et les instruments qui sont à l'intérieur, sur cette ferme de la Creuse. Je vais vous raconter une petite anecdote vraie. En 99, il a eu le prix Goncourt Echnoz, donc, et le matin, je reçois le livre, parce que je ne l'avais pas lu, pour le recevoir le soir à la radio. Et je lis le livre et je vois que ça commence à se passer boulevard Exelmans. Bon. Très bien, j'habitais boulevard Exelmans. Puis après, ça se passait dans une impasse du boulevard Exelmans. J'habitais dans cette impasse du boulevard Exelmans. Puis après, ça se passait dans une maison de l'impasse du boulevard Exelmans. J'habitais dans la maison de l'impasse du boulevard Exelmans. Et après, ça se passait où? Dans mon appartement. Je ne l'avais jamais vu de ma vie, si vous voulez. Et le livre s'appelait « Je m'en vais ». Je me dis, mais Jean, jette l'amant de ma femme. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que... Oui, ça, c'est ce qui vous a fait peur. Non, mais c'est ça. Ou elle, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à cause de cette anecdote, j'ai compris quelle était la méthode. Il se trouve que j'avais quitté cet appartement, je ne sais pas, quelques mois avant. Il était rentré dans cet appartement chez lui, et tout ce qu'il avait vu était le constitutif justement de cette ambiance absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait ma bibliothèque, mon piano, les livres dans l'ordre, presque et la ferme dans la Creuse. Enfin, il y a ce côté méticuleux dans une forme ramassée et bizarre, parce qu'il décrit aussi bien des appartements qu'il parle de musiciens. Boscax est un musicien et un guitariste. Tout se mélange, ça ressemble au cinéma, puis tout d'un coup, on ne sait pas si c'est sérieux ou si c'est pas sérieux, et tout ça est fait avec une telle minutie, c'est ce qu'il appelle la machine à fiction. Voilà, c'est un peu balzacien aussi. Oui, mais c'est balzacien parce qu'il raconte une histoire, il en faut une, mais en même temps, quelque part, il y a des moments dans les descriptions presque hallucinées des objets, ça ressemble un peu au nouveau roman. C'est ça qui est incroyable, il mélange tout.
Mathieu. Mais en fait, je me demande si c'est vraiment voulu, parce que j'ai entendu l'entrevue qu'il vous a accordée à la librairie francophone, d'ailleurs, très bonne émission. Bon, tous les livres... C'est la solidarité. Mais tous vos libraires ont aimé ça, donc les 3 libraires qui étaient interviewés pour l'émission, et il était là, lui aussi, et donc vous avez essayé un peu de le challenger sur, en fait, le ton du roman, parce que c'est un ton qui est c'est très drôle, en fait. On rit beaucoup, il y a un aspect même il y a un aspect vaudeville, d'ailleurs, je pense que vous le soulignez dans l'émission, qu'il y a un aspect vaudeville. Moi, ça m'a fait... pardon, Mathieu, il y a aussi sa manière de s'adresser au lecteur et d'interpréter le lecteur. C'est-à-dire qu'il est en même temps le narrateur, comme dans un documentaire, etc. Il est la voix off. Il se retourne vers le lecteur. Alors, Mathieu termine, ne soyons pas dans la cacophonie totale. Mathieu. Et donc, moi, j'étais très étonné de le voir un peu... reculer quand vous lui disiez ça, c'est-à-dire que lui, vous disiez, ouais, vous avez voulu jouer le burlesque, l'ironie et tout ça, et lui dit, ben non, moi j'ai voulu faire comme le carré, et je ne suis pas certain qu'on le reçoit comme lui a voulu l'écrire, ce roman-là. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a cru, nous, que c'était une parodie, parce que quand on a lu Les Éclairs, quand on a lu Courir, qui sont des livres magnifiques... Courir, c'est sur Émile Zatopek, le grand champion olympique. Sur Émile Zatopek, c'est absolument merveilleux. Oui. Je vous conseille de lire Courir si vous n'avez jamais lu de Echnoz. En fait, je suis désolé, Michel. Il aurait fallu commencer par Courir. En fait, c'est 3 biographies, celle de Tesla, celle de Ravel, les 3, c'est extraordinaire. Et effectivement, quand on lit celui-ci, si on n'a pas lu Cherokee en plus, on se dit il est dans la parodie, Jean Echnoz. Sauf que pendant l'émission, vous avez raison, il y a eu une espèce de moment de flottement où je me suis un petit peu demandé si j'allais pas trop loin, parce que effectivement, en allant dans la parodie... Parce qu'il n'avait pas décrit votre appartement. En lui posant... déjà, je n'habite pas rue Excellence, Guillaume. Mais en ayant déjà... en ayant effectivement affaire à ce roman... Mesdemoiselles, il a déménagé depuis... On n'allait pas à boulevard Excellence. Il n'y a plus que François non plus. On se demande, voilà, si c'est une parodie. Je pense qu'il est vraiment dans un roman de genre. Jean Echnoz a essayé de faire, avec de l'humour, un roman d'espionnage, mais ce n'est en aucun cas une parodie. Et c'est en cela, je pense que je me suis trompé, je fais mon mea culpa aujourd'hui, quand j'ai lu le livre et quand j'ai fait l'interview de Jean Echnoz, j'ai eu affaire, selon moi, à une parodie. Ce n'était pas le cas. En tout cas, c'est pas l'avis de l'auteur. Mais on peut le prendre comme une parodie. Estelle n'a encore rien dit. Moi, c'est ce que j'ai vraiment pensé. Je pensais à Black Edwards, La Panthère Rose. C'est vrai qu'il y a un côté tellement... Oui, 1617 aussi, façon Jean Dujardin. Exactement, un pastiche. Pour moi, c'était un pastiche d'un roman d'espionnage, peut-être à la façon Le Carré, mais totalement revu. Et c'est vrai que j'ai remercié Guillaume, parce que moi non plus, j'avais jamais lu Echnoz. Et c'était votre coup de cœur lors d'une des dernières émissions. Donc, je me suis amusée à lire ce livre, vraiment, et je ne l'ai pas du tout pris au sérieux. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce que vous disiez, Yves, c'est vraiment le ou les narrateurs. Parce qu'on ne sait pas trop, on ne sait vraiment pas qui est ce narrateur et qui est là, qui vous interpelle, qui se trompe parfois, qui ne sait pas trop, qui dit ça va passer comme ça se passe pas du tout comme ça. Qui vous dit on parle de ça, mais c'est autre chose. Voilà, et alors donc c'est le plaisir de l'histoire, c'est vraiment, on retrouve ce plaisir de l'histoire, de raconter des histoires, et ça m'a vraiment pris de bout en bout. Après, je suis vraiment surprise quand vous dites que c'est, en fait, qu'a priori pour Jean Echnoz, c'est pas un pastiche, parce que pour moi, c'était vraiment, vraiment une parodie, vraiment à la Panthère Rose. J'avais l'impression d'avoir des personnages un peu caricaturaux, et ce souci du détail, ça aussi, c'est incroyable. Moi, je pense il aussi à utilise Proust. toutes les techniques de la littérature. Il essaie de les rendre concises. Alors, il y a une intrigue, puisque c'est un roman, mais il y a les descriptions, par exemple, regardez. Après son départ, Jean-Pierre prépare le plateau. Il y dispose des aliments. Il verse un fond de vin. Donc on est vraiment dans l'action méthodique et méticuleuse. Dans un verre en pyrex. Il n'essaie pas de faire rêver non plus. Il y adjoint 2 tranches de pain, la salière et le sopalin, puis il se dirige vers la ferme, etc. Quant à Constance, elle est plongée dans le premier volume du dictionnaire encyclopédique, qui est lettre A classe, vu qu'autant commencer par le début, elle en est à l'entrée au premier mot, donc le mot argent. Il y a dans la littérature des auteurs qui sont des auteurs... il y a beaucoup de gens qui font des livres, on en fait tous, mais entre faire des livres et être écrivain, il y a une énorme différence. Echnoz, il ne fait pas des livres, c'est un écrivain. Il a dédié sa vie, comme Houellebecq, comme Modiano, à la littérature. Il n'est pas journaliste, il fait des livres par de temps en rapport temps. au sujet, c'est... Oui, le livre est très particulier, comme on dit, un pastiche, une parodie, on ne sait pas. Enfin, on attend, c'est comme Marguerite Duras, c'est comme Christine Angot. Leur vie est dédiée à la littérature, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais de toute façon, ils n'écrivent pas des livres, ils sont des auteurs, et Echnoz. D'ailleurs, je crois qu'il a écrit, vous le disiez tout à l'heure, une quinzaine de livres, et sur une quinzaine de livres, je crois qu'il a eu, la moitié d'entre eux ont été récompensés par des prix littéraires français internationaux. Une dizaine de prix pour 17 romans.
Alors, je voudrais qu'on termine ce débat. Et l'avantage, en tout cas, de ce bouquin, si vous n'avez jamais lu Echnoz, c'est que c'est un bouquin, parce que parfois on parle de littérature qui n'est pas toujours aisément accessible. Mais alors, Echnoz, ça se lit, mais ça se lit extrêmement facilement. Et alors, pastiche ou pas, moi je l'ai pris comme un pastiche, c'est absolument savoureux et c'est éminemment recommandable. Voilà, la Corée du Nord d'opérette. Pour clore ce débat, nous allons faire un tour sur les réseaux sociaux où les lecteurs semblent unanimes sur Echnoz. Cyril Taban donne d'ailleurs des idées de lecture à un ami sur Twitter en affirmant, pardon de ne pas vous regarder, on ne peut jamais se tromper avec Jean Echnoz. Vous aussi, vous suivez le compte Twitter de l'émission et vous laissez donc des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui sont donc au bas de l'écran. Voilà, je voudrais remontrer Envoyé spécial, l'histoire de Constance, que voici. Nous allons terminer avec vos coups de cœur et je vais commencer par vous, Estelle. Alors, mon coup de cœur, c'est Tintin, enfin la version radiophonique de 5 albums de Tintin. Ils ont commencé par Les Cigares du Pharaon. C'est France Culture qui s'est donc lancé dans cette aventure qui est extraordinaire avec les comédiens de la Comédie Française. C'est en podcast, donc c'est feuilleton radiophonique. Allez les écouter, c'est vraiment brillant, c'est génial. J'ai entendu ça par hasard l'autre soir. J'ai écouté d'un bout à l'autre, c'est vraiment très bien. Mathieu. Jazz québécois, un contrebassiste fameux, il s'appelle Guillaume Bouchard. Il fête ses 20 ans de carrière, quelqu'un qui a étudié avec Michel Donato, qui a joué avec des grands comme Angelo Debar, entre autres choses. Vous allez voir son site web, guillaumebouchardjazz.com, et il y a un disque, ça fait quelques années qu'il a été enregistré, mais il vient de paraître, un duo avec un saxophoniste, Alain Bois. Les deux sont de Québec, itinéraire bis, des grands succès à la sauce. Guillaume Bouchard, vraiment un jazz à découvrir. Bon, cher Yves. L'art et le chat, exposition formidable de notre ami Philippe Geluck. C'est au musée en herbe à Paris, à côté de l'hôtel de ville, rue de l'Arbre Sec. Un musée qui expose souvent pour les enfants. Et en l'occurrence, c'est donc Philippe Geluck qui, depuis des années, rêvait de confronter le chat au monde de l'art et de l'art moderne. Donc vous avez le chat en Saint-Sébastien, le chat en Joconde, le chat en Victoire de Samothrace, etc. Ouais, mais il s'est fait prêter les œuvres, parce qu'il y a une parodie de Picasso, absolument. Il y a un Picasso à côté, etc. C'est absolument, c'est remarquable, c'est très drôle, c'est très intéressant, et le clou de l'exposition se situe dans les toilettes. C'est jusqu'à la fin de l'année à Paris, en tous les cas, allez-y. On saurait pourquoi. Non, allez-y, en y allant. Allez-y, on salue Daniel Buren au passage. Vous savez que Daniel Buren, alors je vais faire mon coup de cœur, justement, Daniel Buren fait une grande exposition au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, où il y a justement des œuvres contemporaines accrochées face à des œuvres, disons, de la peinture classique. C'est absolument magnifique, le vernissage vient d'avoir lieu et tout le monde en parle en Belgique. Dans 64 minutes. Voilà. On parlait cinéma en ce début d'émission. Je disais que la production cinématographique suisse était plutôt faible. Alors, une exception, le film Heidi qui vient de sortir, que ma foi tout à fait plaisant. Alors, avec Bruno Ganz. Avec Bruno Ganz qui, lui, alors, est excellent, vieux papy, grognon et tendre à la fois. C'est pas toujours simple à réussir comme rôle de composition. Alors, c'est une exception. Pourquoi ? Parce que le film a déjà fait quelque chose comme 1,5 million d'entrées. Il est vendu dans une cinquantaine de pays. Il sort en France, en Suisse, dans les parties francophones ces jours-ci. On ne réinvente pas la roue, c'est toujours l'histoire de Heidi comme imaginée par Johannes Spiri en 1882, mais c'est ma foi fort plaisant, agréable à voir et quelque peu rassurant pour reprendre un terme qu'on utilisait pour Adamo. Emmanuel, on termine avec vous. René Depestre avec Popa Singer, c'est le dernier roman de René Depestre aux éditions Zulma. C'est un livre absolument magique. Vous ne le connaissez peut-être pas. Il faut savoir qu'il n'a pas publié depuis 25 ans. Il a 90 ans. Il vit dans le sud de la France. Il y a un entretien exceptionnel de 25 minutes dans la librairie francophone, puisque Mathieu, vous écoutez cette émission. Et c'est un type absolument incroyable qui a connu Fidel Castro, évidemment Duvalier, malheureusement qui a dû fuir cette dictature et qui a été ami avec Picasso, avec Césaire, avec Senghor. C'est magique, c'est un monstre sacré de la littérature qu'il faut découvrir. Popa Singer de René Depestre. Merci mille fois, on se retrouve la semaine prochaine. C'était 300 millions de critiques et vous ne connaissez pas ou vous sous-estimez le bonheur que nous avons à être là pour vous.